Comment empêcher la domination masculine? Alors peut-être que déjà, la première phrase à dire, c'est en acceptant que les femmes prennent le pouvoir, et en acceptant que les femmes qu'on partage le pouvoir avec les femmes. Peut-être que c'est aussi simple que ça, en fait, de lutter contre la domination masculine, c'est d'accepter que les femmes puissent prendre le pouvoir, et de les reconnaître dans ces positions de pouvoir. Alors, ça peut paraître simple ce que je dis là, mais en fait c'est loin d'être simple et c'est loin d'être anecdotique, parce que tout au long du parcours politique d'une femme, il y a énormément d'obstacles qui se dressent face à elle et qui l'empêchent en fait d'être une femme politique importante. Et puis je voudrais quand même dire aussi en introduction de ce débat qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que, enfin, en tous les cas que moi je pense extrêmement fort, c'est qu'il n'y aura pas de renouveau démocratique fort sans une place des femmes plus importante. Là, quand je vois aujourd'hui la conférence de presse qui est faite avec la gauche unie, sur la photo il n'y a que des hommes blancs, je me dis qu'en fait le truc ne fait pas rêver, quoi. Il ne fait pas du tout rêver. Et il ne faut pas espérer faire rêver en prenant les vieux schémas. Donc alors je vais vous dire un peu quel est le parcours d'une femme en politique, et puis après on discute un peu de comment on renouvelle. Mais sur le parcours d'une femme en politique, il y a énormément d'obstacles qui sont liés au fait que l'exercice politique est un exercice qui a été pendant très longtemps un exercice purement masculin. Et en France en particulier, il y a eu de nombreuses lois, de nombreuses mesures pour écarter les femmes de la sphère politique. Par exemple, la France a été le seul pays à prendre de manière aussi durable une loi qui s'appelle la loi Salic, qui est faite pour empêcher, durant la royauté, enfin durant le temps où il y avait des rois, pour empêcher les femmes d'être reines. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, il y a l'Espagne par exemple, mais ça n'a pas duré aussi longtemps. La France est le seul pays où on a pris une loi pour interdire aux femmes de prendre le pouvoir. Non, c'est pas une loi, évidemment, c'est pas une loi, il n'y avait pas de démocratie, mais... Ah bah oui, mais en plus... voilà. Et donc, il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour écarter les femmes du pouvoir, et finalement, aujourd'hui encore, l'exercice politique est un exercice qui reste extrêmement masculin. Les codes de la politique aujourd'hui sont des codes extrêmement masculins. Je prends quelques exemples pour vous expliquer pourquoi. La première des choses, c'est que l'art politique en France est un art politique avant tout oratoire. C'est-à-dire qu'il faut discourir, il faut s'imposer, il faut emmener les gens dans la salle, il faut aller chercher les gens au fond de la salle, il faut avoir cette espèce d'art, de parole et de positionnement. Et ça, c'est un art qui est beaucoup plus facile à maîtriser pour les hommes que pour les femmes. Pour plein de raisons. Déjà parce que les voix des femmes ne sont pas celles des hommes, et qu'une voix d'homme, ça porte, c'est grave, c'est rassurant, ça va chercher. Et les voix de femmes, regardez, écoutez les femmes politiques et écoutez le nombre de gens autour de vous qui vous disent que leur voix est insupportable. Combien de fois vous avez entendu ça? La dernière qui a parlé, là, c'est Cécile Duflot, massivement ces 2 derniers jours. J'ai regardé encore sur Twitter, il y a énormément de remarques sur le fait que sa voix est insupportable. Quand elle est passée dans l'émission Quotidien, on a estimé que sa voix était insupportable. Et donc, refuser en fait d'entendre ces voix de femmes et refuser de les faire porter, ça dit quelque chose de la place qu'on veut laisser aux femmes ou qu'on ne veut pas laisser aux femmes. Et donc cet art oratoire, il est fait pour les hommes parce que les voix des hommes sont mieux acceptées. Et puis après, il y a toute une gestuelle avec l'art oratoire. Il faut bouger les bras, il faut prendre de l'ampleur, il faut aller chercher. Et ça, cette gestuelle, c'est pas une gestuelle de femme, c'est une gestuelle d'homme. Et les femmes, en général, quand elles font un discours, elles sont comme ça, et elles parlent comme ça, et ça n'a pas du tout la même résonance quand on parle comme ça, ou quand on parle en allant chercher les gens du fond là-bas pour que vous vous montiez un peu. Ça, les femmes le font très rarement, très exceptionnellement. Il y en a quelques-unes dans le monde politique qui le font, mais c'est très rare. Et donc, ça ne donne pas la même image de leader charismatique, parce que même cette image de leader charismatique, en fait, c'est une image d'homme, le leader charismatique. En France, on adore les leaders charismatiques. La politique, et surtout en ce moment, je trouve, elle se résume vraiment au fait de suivre un leader. Et les femmes ne sont pas dans des positions de leadership en général,
Elles ne le sont pas dans la symbolique, mais elles ne le sont déjà pas dans les partis, donc elles risquent difficilement d'être après dans la sphère démocratique. Sur le leadership, une parenthèse, pour dire que regardez les femmes qui sont en politique et regardez le nombre de femmes qui ont pris des partis politiques. En fait, il y en a extrêmement peu, et quand elles ont pris des partis, elles les ont en général pas pris, je dirais presque de manière régulière. C'est-à-dire que, alors on se souvient de Martine Aubry et du fameux congrès, voilà, même Cécile Duflot, quelque part, elle n'a pas pris le parti Europe Écologie Les Verts de manière complètement régulière. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu d'alliance, et puis finalement, par la minorité, elle a réussi à rentrer, mais il n'y a pas de construction de leadership féminin. Et pourquoi? Parce qu'en fait, construire un leadership féminin, construire un leadership d'une manière générale, ça nécessite trois choses. Ça nécessite d'avoir du temps, ça nécessite d'avoir de l'argent et ça nécessite d'avoir des réseaux. Pourquoi du temps? Parce que l'essentiel de la construction d'une assise politique, elle tient sur le fait qu'il faille passer du temps dans les réunions militantes, être là le week-end, aller faire du porte-à-porte le soir, être avec les copains et les copines ou les camarades et les camarades le soir et dans les moments hors travail. Or, ce sont des moments où les femmes sont en tension, c'est-à-dire qu'elles sont en tension avec leurs temps familiaux et avec l'organisation familiale. Et ça, toutes les femmes politiques que j'ai interrogées me disent toutes qu'elles ont beaucoup plus de mal à lâcher la sphère familiale, la sphère domestique, que les hommes. Les hommes assument beaucoup plus le fait de lâcher la sphère domestique que les femmes. Donc il y a une tension comme ça qui fait que ce temps, qui est un temps hors travail, un temps de loisir, un temps domestique, est un temps qui est plus restreint pour les femmes que pour les hommes et plus contingenté. La deuxième chose, c'est qu'il faut du réseau. Et c'est du réseau pour qu'on vote pour vous en interne des partis, pour faire votre assise politique. Il faut que vous mangiez avec les camarades, il faut que vous alliez les voir, il faut que vous alliez dans les réunions locales, il faut que vous passiez, que vous consacriez un temps de votre vie à construire ce réseau. Et ça, les femmes le font beaucoup moins que les hommes. Elles ont beaucoup moins ce rapport au réseau, et déjà parce qu'elles ont moins de temps, et en plus parce qu'elles ont plus de difficultés à construire ce réseau, parce qu'une partie du réseau se fait aussi dans des cercles qui sont des cercles purement d'hommes. Moi, j'ai été très frappée, par exemple, de voir, quand j'étais élue régionale, qu'une partie de la politique régionale se faisait dans les tribunes du stade, alors moi c'était le stade Pierre-Mauroy, parce que je viens de Lille, mais du stade Pierre-Mauroy. Ces tribunes du stade Pierre-Mauroy, elles étaient uniquement masculines. Il y a une chercheuse qui a montré qu'en Finlande, une partie de la politique se faisait dans les saunas, et que les saunas n'étant pas mixtes, eh bien, il y a une partie des décisions qui échappaient complètement aux femmes. Et évidemment, je ne vous parle pas ici des réseaux d'hommes qui existent et qui sont quand même réels, évidemment, vous les avez tous en tête. Juste une aparté là-dessus pour vous dire quand même que moi, il m'est arrivé une expérience que je n'oublierai jamais en matière de politique et en matière de sexisme ordinaire en politique. C'est que j'étais invitée par un de ces réseaux d'hommes dont je ne citerai pas le nom, pour faire une conférence sur la politique, enseignement supérieur et recherche de la région Nord-Pas-de-Calais, puisque c'était de ça dont j'étais en charge. Et je suis arrivée, des gens ne m'avaient pas prévenu qu'il n'y avait que des hommes, donc je suis arrivée, j'étais la seule femme, et là j'ai senti un malaise quand je suis arrivée dans la salle, et il y a un monsieur, évidemment, qui était à côté de moi, qui m'a regardée, qui m'a dit « Je voudrais un whisky, s'il vous plaît ». Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais en fait, c'est moi qui interviens. Et ce monsieur dit, ah ben en fait, on n'avait jamais vu de femme et je pensais que vous étiez serveuse. Non mais, on rigole, mais je vous assure que passer du statut symbolique... Non mais évidemment qu'on en rigole, heureusement qu'on en rigole. Passer du statut symbolique de serveuse de whisky à aller sur la tribune, parler de stratégie, enseignement sup et recherche, en fait, il y a un espèce de parcours à faire dans la tête des gens qui vous écoutent qui est juste absolument énorme. Et donc, ces réseaux-là, ils existent aussi. Troisième chose, l'argent. Et pour passer du temps, pour aller dans les groupes locaux, pour se faire un réseau, il faut inviter les gens à déjeuner, il faut prendre des trains, il faut prendre des verres, et bref, il faut mobiliser une partie de son argent à la construction de ce réseau. Et ça, c'est pareil, les femmes ont beaucoup plus de difficultés que les hommes à mobiliser une partie de leur argent
sur la construction de réseaux liés à leur carrière personnelle. Donc en fait, ces trois choses-là font que les femmes ne se construisent pas un réseau de la même manière que les hommes à l'intérieur des partis. Moralité, pour tenir, eh bien, il faut qu'elles s'appuient sur des hommes et il faut qu'elles aient des hommes de main à l'intérieur des partis qui permettent de faire le travail qu'elles ne peuvent pas faire. Et donc, se créent comme ça souvent des duos, des trios, des petits groupes en tous les cas, qui permettent d'assurer la position de ces femmes au sein des partis. Mais ces trios ou ces duos sont évidemment beaucoup plus fragiles que si c'est vous-même qui le faites. Et on l'a vu d'ailleurs à Europe Écologie, encore une fois, ces derniers jours. Mais vous voyez bien qu'à un moment donné, ça explose et que du coup, la position qu'occupait cette femme, eh bien, est fragilisée par cette construction-là. Je rappelle quand même qu'en France, il n'y a, je crois, jamais eu, ou une seule fois peut-être pendant quelques mois, une femme responsable des élections. Dans aucun parti en France. Et ça dit quand même quelque chose. C'est-à-dire que ça n'est pas normal que dans aucun parti politique, de droite, de gauche, il y ait eu une femme responsable des élections. Ça veut dire quand même qu'à la fin, ce sont les hommes qui distribuent les places et qui font les places pour les femmes. J'ai parlé combien de temps là ? Ça va, encore 3 minutes. Alors après, il y a ce truc qui est aussi très présent pour les femmes en politique, qui est, on a parlé de la voix, on a parlé du statut, l'habillement. Alors ça peut vous paraître anecdotique, encore une fois, mais c'est loin de l'être. C'est-à-dire qu'une femme n'est jamais correctement habillée en France, pour faire de la politique du moins, d'une manière générale, je pense, mais elle n'est jamais correctement habillée, et particulièrement pour faire de la politique. Alors pour ça, on va prendre l'exemple de l'Assemblée nationale, qui est quand même un exemple que vous connaissez tous et tous. C'est que pendant très longtemps, le pantalon a été interdit, par exemple, à l'Assemblée nationale pour les femmes. Les femmes n'avaient pas le droit de rentrer en pantalon. Et puis un jour, c'était dans les années 70, Michèle Alliot-Marie est arrivée en pantalon. Et on lui a interdit l'entrée à l'Assemblée nationale. Et elle a dit alors à l'huissier qui était devant elle, et pourtant, ça n'est pas une grande féministe, mais elle a dit à l'huissier qui était devant elle, « Ah mais si le problème c'est le pantalon, il n'y a aucun problème, je l'enlève de ce pas. » Évidemment, l'huissier a refusé qu'elle enlève son pantalon, et donc elle est rentrée à l'Assemblée en pantalon. C'était la première fois qu'on avait le droit de rentrer à l'Assemblée en pantalon. Quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, c'est parce qu'une femme est en robe, et c'est évidemment encore Cécile Duflot, qu'elle est sifflée et qu'on lui demande de se déshabiller dans l'Assemblée nationale. C'est aussi ces années-là qu'on a imité le cri de la poule quand une femme parlait. Je vous parlais de la voix tout à l'heure, mais réfléchissez quand même au symbole que ça signifie de faire le bruit d'une poule quand une femme parle. Ça veut quand même, c'est extrêmement violent comme signe dans une assemblée nationale, c'est-à-dire dans une instance où on vote des lois. Ça veut dire tu es une poule, quoi. Ça veut dire tu as le QI d'une poule, tu es à la place d'une poule. Bon, donc, on a des coqs aussi. Ouais, mais les coqs et les poules, c'est pas la même symbolique. Et donc, la robe, vous voyez que les questions d'habillement, en fait, c'est un truc qui ne va jamais. C'est-à-dire, alors, quand c'est des robes, ça va pas, quand c'est des pantalons, ça va pas, bref, en fait, ça ne va jamais. Et d'une manière générale, il y a quelque chose autour du vêtement qui est très compliqué à gérer quand on est une femme, c'est que quand vous faites campagne, et vous avez tous fait campagne ici, je suis sûre, vous marchez beaucoup, par exemple. Vous marchez énormément, vous piétinez, vous restez longtemps debout. Bon, ça, quand vous avez des talons, ça n'est pas pareil que si vous êtes en chaussures plates. Mais si vous êtes en chaussures plates, on vous dit « Ah bah oui, mais elle n'est pas très féminine. Si vous êtes en talons, vous n'arrivez pas à tenir. » Hillary Clinton, on a posé la question à Hillary Clinton de dire « Mais qu'est-ce que vous donneriez comme premier conseil à une femme qui s'engage en politique ?» Et elle a répondu de ne pas avoir de sac à main. Et je pense que ce conseil est en fait très judicieux parce que quand vous avez un sac à main et que vous faites campagne, eh bien, si vous vous penchez pour dire bonjour à un gamin, le sac à main lui arrive dans la tête. Si vous essayez de
serrer la main, comme ça vous avez le sac à main, vous ne savez pas trop s'il va tomber ou s'il va rester. Et en fait, toutes ces choses-là sont des choses qui entravent les mouvements du corps, mais qui aussi entravent l'espèce de connivence qui doit se faire entre les administrés et nous à ce moment-là. Et puis, je terminerai, parce qu'il me reste 2 minutes, sur le fait qu'il y a quand même un truc aussi qu'il va falloir gérer dans les partis politiques, qui commence à l'être, ça s'appelle les violences sexuelles, et qu'on ne peut pas continuer à croire que ça n'existe pas, et on ne peut pas continuer à faire semblant de ne pas voir. Quand je dis ça, je vous dis aussi que des mesures comme la parité, et Dieu sait que chez les Verts on avait la parité, qu'on l'a toujours revendiquée, qu'on a été les premiers groupes d'élus complètement paritaires, la parité ne suffit pas à laisser une réelle place aux femmes. La parité ne suffit pas. Et même, elle peut même servir de... Alors, ce qui me vient, c'est cache-sexe, mais c'est peut-être pas l'expression appropriée, mais enfin, elle peut même servir d'alibi, en fait, au fait qu'on laisse les femmes complètement se débrouiller avec toutes les autres discriminations. Et chez les Verts, je pense que... Alors, je dis toujours que je ne sais pas trop comment analyser l'affaire Baupin chez les Verts, parce que c'était un parti qui se disait féministe, et qui se dit féministe, qui, je pense, a des pratiques en partie féministes, mais il y a quand même eu cette affaire-là. Et donc, je me dis, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 interprétations possibles à l'affaire Baupin chez les Verts, et je ne sais pas encore aujourd'hui quelle est la bonne. La première interprétation, c'est que ce sont des hypocrites, ils racontent n'importe quoi, et finalement on ne peut leur faire confiance sur rien parce qu'ils se revendiquent féministes et puis ils laissent ça se développer en leur sein. C'est possible que ce soit ça. Deuxième explication possible, c'est il y a eu une génération de femmes qui est arrivée à la tête d'Europe Écologie, il y a eu la parité, il y a eu tout ça, mais quelque part, il y a eu aussi l'acceptation de ces violences au nom de ça. C'est-à-dire que je pense que par exemple chez Dominique Voynet ou chez d'autres, on se disait mais moi j'ai réussi, et sans doute j'en ai vécu, et je vois pas, et quelque part la réussite féministe c'était de réussir justement. C'était déjà d'avoir la tête, c'était en soi quelque chose. Et d'ailleurs, je trouve que la tribune de Deneuve & Co, elle dit ça aussi. Elle dit, mais nous, on a gagné des choses, on a subi ça, mais vous n'allez quand même pas faire vos mijaurées maintenant. Et la deuxième vague de féminisme, ça consisterait à dire, mais nous, on veut partager le pouvoir, mais en plus, on ne veut pas du tout subir ça. C'est-à-dire que maintenant, ça n'est plus possible. Troisième explication possible, c'est que la parité a totalement caché tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a eu un effort réel de fait pour que tout soit paritaire, qu'il y ait la fermeture éclair, c'est-à-dire que les femmes et les hommes parlent alternativement, etc., il y a aussi eu une espèce de laisser aller sur le reste. On disait, mais finalement, vous avez accès à la parole, vous avez accès aux places, bon ben voilà quoi. Et je pense que... et du coup, on ne regarde pas aussi dans quelles conditions vivent les femmes au sein du parti, et on imagine que ça élimine tout le reste des discriminations. Je pense que les 3 sont justes. Et il y en a une 4e, qui est que c'est aussi de ce parti-là que c'est parti. Parce que DSK au PS, personne n'a enchaîné. Personne du PS. Et voilà, c'est de ce parti-là que les femmes ont parlé, et peut-être aussi que c'est parce qu'ils se revendiquaient féministes que finalement c'est aussi de ce parti-là que c'est parti. Ce que je veux vous dire, c'est que ça existe dans tous les partis, dans tous, et donc on ne laissera une réelle place aux femmes en politique que lorsque l'on dira très clairement que ces comportements-là non seulement ne sont pas possibles, mais sont répréhensibles, et qu'il n'est pas possible que des hommes qui aient ces comportements restent au sein du parti politique. Et le jour où on fait ça, on enlève toute espèce d'inhibition, enfin toute peur en tous les cas des femmes de ces comportements, et 2, on crée un réel espoir sur la démocratie, parce que quand on regarde les renouveaux démocratiques qu'il y a eu, et je termine là-dessus, mais moi, par exemple, j'ai toujours entendu parler d'Obama comme d'une campagne exceptionnelle et tout ça, mais Obama, il avait ce truc où il disait, voilà, j'incarne quelque chose de différent, je suis noire, et celle avec laquelle je fais campagne, c'est une femme. Et aujourd'hui, quand je vois, et je reboucle avec le début, la conférence de presse où il n'y a que des hommes blancs, je me dis, ça n'est pas comme ça qu'on fera rêver, ça n'est pas comme ça qu'on renouvellera la politique, et donc, laissons de la place aux femmes, laissons de la place aux minorités, partageons et renouvelons réellement les pratiques politiques.
Merci.